Et donc, la première chose avec laquelle on va commencer, c'est l'agenda. On parlera de la fiche client des améliorations. On parlera de la domiciliation. Ce sera plutôt un rappel puisque on a fait une petite amélioration, mais j'en profite pour rappeler. Je sais que, comme toute chose, c'est un peu comme un clou. Il faut souvent taper plusieurs fois dessus pour que ça rentre. PayPal, ça sera du pur rappel, 2 points concernant vous pour vos factures de vente et au niveau de vos clients, est-ce que vous êtes prêts? Ensuite, depuis la dernière mise à jour de jeudi dernier, on a rajouté la possibilité d'incorporer automatiquement la date de dépôt du BNB sur base du PDF, ce qui vous permet de vous assurer que vous avez bien déposé dans les temps le BNB. Effectivement, c'est un contrôle après dépôt, mais ça vous permet aussi de vous rendre compte, même par après, pour éviter par la suite de refaire encore des erreurs. Alors, le KYC, pour ceux qui sont venus à la Tech Day, on a fait une démonstration. Je vais refaire une démonstration beaucoup plus courte. Mais en fait, sur le dernier trimestre ici, on a énormément travaillé sur notre module KYC, qui est en fait la nouvelle réglementation qui arrive et qui sera d'application en 2027 concernant l'anti-blanchiment. Et donc, on est en train de préparer tout ça et on espère, dans le courant de l'année 2026, pouvoir déjà vous proposer le module à disposition pour avoir le temps de se mettre en ordre pour cette nouvelle réglementation. Et puis le dernier point que j'ai rajouté ici en dernière minute, c'est la norme qualité. Vous avez été pas mal à nous poser de questions concernant la norme qualité. Qu'est-ce qui va être fait dans Feed Manager, puisque on est fait. Alors, par contre, juste avant, j'ai oublié de passer mon slide. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer dans la fiche client? Que maintenant, pour les champs de type choix dans une liste prédéfinie, on permet la traduction, on a amélioré le visuel et également, on permet d'activer les commentaires obligatoires. Client depuis, client jusqu'à qu'on a amélioré. Avant, vous sélectionnez un mois et une année. Maintenant, vous devez également sélectionner un jour. Et puis, on a également la portée d'applications qui ont été de manière générale améliorées. Alors, je reviens ici. Voilà. Donc, première chose, quand vous allez dans Client, Paramètres, Champ personnalisé, je vais prendre un champ qui s'appelle RPM. Voilà. Et en fait, ce champ, c'est un champ de type choix dans une liste prédéfinie. Vous pouvez créer votre propre champ dans une choix dans une liste prédéfinie, ce qui évite, par exemple, de laisser la possibilité de noter soi-même ce qu'on veut. Donc, par exemple, vous avez envie de sélectionner un secteur. Pour éviter que chacun vienne taper le mot du secteur, c'est vous qui prédéfinissez le secteur. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont écrire IT, il y en a qui vont écrire informatique et il y en a d'autres qui vont marquer développement. Alors que c'est le même secteur. Et donc, quand vous faites choix dans une liste prédéfinie, ce qui veut dire que quand on est dans la fiche client, on ne sait sélectionner que les valeurs qui se retrouvent dans la liste ici. Donc, voilà. Alors, on peut venir activer la traduction des valeurs quand c'est nécessaire, puisque tous les champs que vous complétez ici, c'est possible de les reprendre dans des modèles de documents. Donc, exemple de modèle de document le plus connu, c'est la lettre de mission. Vous pourriez dire que je veux que le champ, on va prendre tribunal de l'entreprise de Liège, division oui, apparaisse, mais également les champs avec l'adresse, etc. Donc, chacune des valeurs que vous venez compléter ici, vous pouvez les incorporer dans un modèle de document. Donc, voilà. Alors, dernier point aussi, très important, je vais reprendre mon exemple de division Liège-Oui. Vous pouvez rendre le commentaire obligatoire. Hop, je viens ici et j'enregistre. Ce qui veut dire que quand je vais sélectionner la valeur de tribunal de l'entreprise de Liège, vous pouvez obliger le commentaire. Alors, je vous reprends un exemple. Je vais prendre mon client du jour qui est Laurenti. Je descends dans la fiche client. Vous voyez ici que on peut venir compléter et vous voyez que le visuel a été amélioré. Premièrement, quand vous avez beaucoup de valeurs, on permet de venir chercher avec une barre de recherche. Voilà. Vous avez ici Liège, moi c'était division oui. Hop, je prends. Et vous voyez qu'ici, c'est en assuré. L'assuré que vous connaissez, hein, qu'on a surtout dans la partie anti-blanchiment pour vous dire c'est obligatoire. Et donc si j'essaye d'enregistrer, commentaire obligatoire. Alors bien sûr, une fois de plus, la personne qui va mettre un espace
dont l'espace ne fonctionne pas, mais simplement une lettre, bah, effectivement, elle va pouvoir dépasser le problème du commentaire obligatoire. Donc, effectivement, à utiliser quand c'est nécessaire. Et puis, bien sûr, si c'est nécessaire et que les collaborateurs ne l'utilisent pas, ben, je pense que là, il y a un autre souci. Voilà. Alors, on remonte un petit peu. Et ici, vous avez toujours bien la date client depuis, client jusqu'à. Quand vous cliquez dessus, on peut venir sélectionner une date. Et puis, bien sûr, vous pouvez adapter. Moi, je dis que c'est 2020, par exemple. Voilà. Et donc, alors, très important, les dates client depuis et client jusqu'à ont un impact au niveau de beaucoup de choses, c'est-à-dire au niveau des notifications, au niveau des tâches, au niveau de la facturation. Donc, par exemple, si vous mettez client jusqu'à aujourd'hui et que vous n'avez pas tout facturé, bah, dans votre projet de facturation, le prochain projet de facturation que vous allez générer, on ne vous proposera pas la facturation de ces informations. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Maintenant, bien sûr, vous pouvez toujours aller dans la colonne de gauche et vérifier le à facturer pour le client en question, ou vous pouvez bien sûr toujours aller dans le menu facturation, analyser, et alors là, vous avez ici un menu qui s'appelle à facturer. On vous l'affiche par type de source. Petit rappel, vous pouvez toujours aller dans le menu paramètres, hop, vous voyez qu'ici on vous l'affiche par source, il suffit simplement de venir, hop, je mets ici par client facturé, appliquer les filtres, et vous savez voir en un clin d'œil, bah, pour quel client vous devez encore facturer. Ok. Alors, est-ce que j'ai oublié un point au niveau de ceci? Ah oui, la portée d'application que j'ai oublié de montrer. Donc, dans client, paramètres, champ personnalisé, on va reprendre RPM. Hein. Voilà. Là, vous voyez ici, c'est uniquement visible pour les personnes morales. Mais maintenant, on a différencié indépendant sans numéro d'entreprise et indépendant avec numéro d'entreprise. Donc, quand vous affichez sur la fiche client d'un client un indépendant dirigeant d'entreprise ou un indépendant entreprise individuelle, ben, vous pouvez faire la différence au niveau des portées d'application. Voilà. Alors, ensuite, on revient dans notre PowerPoint. Alors, la domiciliation, petit rappel sur le fonctionnement, et on a intégré le run dans l'Excel. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes... tout d'abord, je vais peut-être expliquer ce que c'est le run. Le run, c'est la référence unique du mandat du client. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre en place la domiciliation, chacun de vos clients doit être identifié via un run. Alors, petit rappel, le module de domiciliation, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de gérer toute la partie administrative pour pouvoir générer des mandats de domiciliation. C'est-à-dire que vous pouvez aller prélever l'argent avec leur autorisation, bien sûr, sur leur compte en banque pour que vos factures de vente soient automatiquement payées. Alors, comment est-ce qu'on met ça en place? On va dans facturation, format et entité juridique. On vient ici dans identification. Vous avez ici identification créancier CEPA. Vous venez simplement compléter votre numéro. Bon, moi, je ne prenais pas de tête. Ensuite, on vous indique l'erreur comme quoi vous n'avez aucun format de facture qui est valide pour les domiciliations. Donc, vous devez aller dans vos formats de facture. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les dupliquer en format domicilié. Vous voyez alors qu'ici, on a d'office les formats qui apparaissent. Vous voyez qu'ici, on vous dit attention sur un format de facture de type domiciliation, il y a des mentions obligatoires. Il y en a 4. C'est-à-dire que vous devez y mettre le RUM, donc la référence unique du mandat. Vous devez mettre votre numéro d'ICES, c'est-à-dire votre numéro de personne autorisée à prélever, la date à laquelle ça va être prélevé et le montant qui sera prélevé. Donc, si je copie le petit texte, parce qu'en fait, on vous a préparé un texte standard pour que ça soit facile à mettre en place, vous faites éditer. Et alors, vous allez simplement sur la bonne zone où vous voulez l'ajouter. Moi, je vais par exemple dire que je vais le mettre ici. Hop. Je vais venir coller le texte. Je le mets en position libre. Comme ça, après, quand c'est en position libre, après, vous le remontez simplement. Hop. Et voilà. Et je peux ensuite simplement enregistrer mon format de facture. Alors,
Une fois que tout ça est fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, on peut générer un mailing. Et ce mailing, en fait, c'est... ah oui, bah, c'est mon explorateur qui fait les siennes. On peut aller générer un mailing. Alors, soit par exemple, on va à partir de la vue voir tous les clients. Et ici, dans cette vue voir tous les clients, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir, sous la sélection de clients souhaités, donc par exemple, bah, tous ceux que vous facturez. Donc là, je scrolle vers la droite jusqu'à la colonne facturation. Vous prenez bah, tous ceux que vous facturez, on décoche les facturés à un autre client. Voilà. Et on pourrait, bon, je ne vais pas tous les prendre, sinon ça va mettre un peu plus de temps à générer le mailing. Voilà, je vais en prendre, ben voilà, 10. On fait action, envoyer des courriels. On vient ici, on tape domiciliation. Je fais suivant, suivant. Il vous montre en fonction de la langue des clients. Moi, j'ai cliqué placer en attente de validation pour ne pas les envoyer. On peut faire voir et en fait, simplement, si je prends un client, votre client va recevoir un mail avec un lien. Et quand il va cliquer sur le lien, il va se retrouver sur une page où il pourra venir compléter son IBAN. Alors, vous voyez que dans ce cas-ci, elle est automatiquement complétée. C'est tout simplement parce que au niveau de la fiche client de Feed Manager, vous avez un champ qui s'appelle compte bancaire, qui est, voilà, ici, compte bancaire. Et donc, il propose automatiquement les comptes bancaires qui sont configurés à cet endroit-là. Alors Fatma, question que je vois si on a déjà le mandat. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est juste un rappel, mais c'est tout à fait possible. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à nous appeler. Maintenant, il y a toute la documentation qui explique comment est-ce qu'on fait quand on a déjà les mandats. Donc, n'oubliez pas, dans le point d'interrogation, il y a une documentation écrite, mais n'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez. Et une fois qu'on enregistre, automatiquement, un mail va être envoyé à UKScans pour signer le mandat. Dans ce cadre-ci. Voilà. Et alors, bien sûr, vous pourrez soit à partir du menu documents sur la colonne de droite dans la partie administratif, vérifier toutes les personnes qui ont un mandat de domiciliation en cours et qui n'est pas encore signé, ou vous pouvez aussi le faire via la vue voir tous les clients. Et vous avez un filtre qui se crée automatiquement qui s'appelle DOM CEPA en attente de signature. Ça veut dire que vous avez des clients qui ont complété le mandat mais qui ont oublié de le signer. Et dès que le client va signer le mandat, vous allez voir, hop, je vais aller chercher l'autre info ici sur mon autre écran. Hop. Voilà, alors je triche un petit peu, je vais chercher le mail du client. Voilà ici, donc j'ai le mandat. Dès que le client va signer, alors je vais juste revenir sur la fiche de Feed Manager, comme ça vous verrez la différence. Donc voilà, je signe. Voilà. Et vous voyez bien la partie paramètres de facturation. J'actualise ma page. Et vous allez voir qu'ici, automatiquement, domiciliation active. Donc voilà. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous allez générer votre projet de facturation, dans le projet de facturation, le format de facture domiciliation sera bien mis à jour. Et dans la facture électronique, il y a toutes les infos pour faire le fichier XML à déposer à la banque. Et donc, ça veut dire que normalement, quand vous importez dans votre logiciel de comptabilité, le logiciel de comptabilité est capable d'aller chercher toutes les informations. Voilà. Donc ça, il faut voir en fonction de votre logiciel de comptabilité comment il peut le faire. Il y en a qui le font à la main. N'oubliez pas qu'en tant que client Feed Manager, vous pouvez avoir votre dossier fiduciaire gratuit sur WinAuditor. Et dans WinAuditor, ça vous génère automatiquement tout l'XML pour déposer à la banque. Cet XML va permettre deux choses, de créer automatiquement tous les clients et donc les nouveaux mandats, et deuxièmement, d'aller prélever l'argent. Alors, je vois Salim qui a répondu « Bonjour, avec CBC, c'est assez compliqué de mettre ça en place d'après mon conseiller. » Alors, très important, et c'est là que j'y arrivais, donc très bonne question, il y a deux types de mandats. Il y a des mandats B2B et des mandats de type Core. Je vous invite fortement à utiliser les mandats de type Core qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Les mandats de type B2B sont réservés uniquement en B2B et quand vous faites signer au client le mandat, qu'est-ce qui doit se passer? D'une part, vous avez le client qui doit aller créer le mandat dans son PC Banking ou demander à la banque de le faire. Et deuxièmement, vous devez le faire aussi. Voilà.
Tandis qu'en B2C, en core, certains appellent B2C, mais le bon terme c'est core, là vous pouvez faire avec tout type de client, que ce soit particulier ou B2B, et dans ce cadre-là, il faut simplement que le client signe le mandat comme j'ai fait. Donc ce que je vous ai montré à l'écran est suffisant. La seule chose, c'est que lorsque vous faites en B2C, c'est que encore, c'est-à-dire que le client, après prélèvement, a 8 semaines pour demander le remboursement. Mais comme plusieurs personnes m'ont dit, quel est le client qui va demander un remboursement? Comment faire si notre banque ne procure plus de numéro I16 pour les domiciliations? J'ai envie de dire, malheureusement, je ne sais pas c'est quelle banque, mais moi, tous les clients que j'ai entendu qui l'avaient fait en ont eu un. Voilà, je sais que parfois les banques poussent pour prendre du B2B, alors que moi, je suis plutôt à dire prenez du core, parce qu'une fois de plus, le but de Field Manager, c'est vous de simplifier la vie et pas vous la compliquer. Parce que si le client signe le mandat, le format va passer en domicilié, mais ce n'est pas pour autant que le client a déposé à la banque. Donc, vous risquez d'avoir des refus de mandat. Alors voilà, je vois ici quelqu'un qui a répondu, j'ai eu facilement chez ING. CBC, moi j'ai eu un client qui a eu et que j'ai aidé dans la mise en place, il m'a dit que ça s'était bien passé. Voilà, Crélan, voilà. Donc, j'ai envie de dire, ne quittez pas spécialement Crélan, je ne connais absolument pas si c'est bien ou pas, mais voilà. Alors, Stéphanie, si tu veux avoir la liste des clients qui ont accepté les domiciliations, suffit. En fait, c'est tous ceux qui ont le format de facture domiciliation. Donc, tu peux simplement le voir dans le menu, voir tous les clients. Tu glisses jusqu'à la colonne facturation. Moi, je vais effacer mes filtres. Et en fait, ici, tout en bas, hop, tu as ici domiciliation active, oui, non, ou facturer à un autre client. Et normalement, il y en a un quatrième qui apparaît quand il y a une domiciliation qui est en cours de signature. Alors, une fois le mandat signé, on l'envoie comment à la banque? C'est bête comme question. Non, il n'y a pas de bête question, ça c'est la première chose. C'est bête comme question, mais je n'ai jamais activé cela. Alors, il y a deux choses. Soit c'est vous, Monsieur Lambotte, qui créez une domiciliation. Donc là, soit vous le créez manuellement en ligne. Et quand on fait du B2C, c'est assez simple. Vous devez mettre le l'IBAN et le BIC de la personne, le lieu de signature du mandat et la date, et ainsi que le RUM, donc la référence unique de mandat. Donc, c'est vous qui devez le faire. Donc, c'est ça que j'expliquais que via WinAuditor ou via d'autres logiciels aussi, je pense que c'est aussi possible avec d'autres, l'XML peut être généré via le logiciel de comptabilité et vous savez l'importer. Voilà. Maintenant, une fois de plus dans la procédure, ça va dépendre d'une banque à l'autre. Donc, ça, c'est plus compliqué de vous répondre. Alors, on va passer au point suivant. En fait, c'est PayPal. Donc, alors, j'en profite pour mettre un petit sondage. Concernant vos factures de vente, donc c'est-à-dire pour vous envoyer vos factures de vente via Feed Manager, qui est déjà inscrit, qui n'est pas encore inscrit, mais pas de stress, je gère, ou qui n'est pas inscrit et aimerait de l'aide pour s'inscrire. Moi, je vous invite vraiment à le faire le plus rapidement possible. Parce que, en plus, pour Field Manager, je parle, puisque je peux comprendre que vous n'avez peut-être pas encore envie déjà de recevoir toutes vos factures via PayPal, mais quand vous enregistrez via Field Manager, c'est uniquement pour envoyer vos factures de vente. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous générez vos factures de vente dans Field Manager, tant que vous ne cliquez pas envoyer sur PayPal, vous continuez de les envoyer normalement. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que comme ça, vous êtes déjà prêt pour janvier. Alors oui, je sais effectivement, il y en a déjà qui parlent du report, etc. Oui, ok, pas de souci. Mais si vous êtes déjà inscrit, il ne faut plus le faire plus tard. Donc, je vous invite fortement à le faire. Alors, deuxième chose que je vous invite fortement à faire, c'est de choisir une solution PayPal pour vos clients. Alors, bien sûr, il y en a qui disent non, non, moi, je ne veux pas faire. Les clients choisissent eux-mêmes leur solution et m'apportent leurs documents une fois par période. Mais si vous voulez suivre vos clients via PayPal, vous avez ici dans la vue voir tous les clients la possibilité de suivre qui est enregistré sur PayPal. Et ce champ se met automatiquement à jour. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire aussi que vous pouvez voir où sont enregistrés tous vos clients, sur quel point d'accès PayPal. Bon, vous voyez qu'ici, nous, c'est un environnement test où on va chercher des numéros d'entreprise assez connus. Donc, effectivement, vous avez différents. En théorie, chez vous, vous devriez en avoir entre 3, 4, 5, puisque la plupart de vos clients, vous allez essayer de les pousser sur une ou deux solutions.
Et ensuite, vous aurez quelques exceptions qui sont parfois des plus gros clients qui ont leur propre solution qui vont s'enregistrer sur des points. Mais ce qui veut dire qu'ici, je peux venir cliquer sur indéfini. Et à partir d'ici, je peux faire action, envoyer des courriels. Je viens sélectionner par exemple le mail PayPal, je crois que c'est celui-là. Hop, on va prendre la version française. Et oui, ici qu'on a un petit mail qui rappelle de ne pas oublier que il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, on entend régulièrement encore des personnes qui disent oui, ça prend du temps, c'est si, justement, au plus vite vous vous lancez pour mettre vos clients sur PayPal, au mieux c'est. Donc voilà, regardez, je vois qu'il y a 2-3 questions dans le chat. On est dans le coup sur PayPal, même au luxe. Je vois Olivier, bonjour Olivier. Le seul hic, c'est que la facture du client arrive dans son dossier en russe, mais pas pour moi. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Donc Fatma, si vous savez donner un peu plus de détails. Benoît Salmon, peut-on s'inscrire sur FinManager pour les ventes et recevoir les achats directement dans Winotor? On doit dans ce cas faire tout sur Winotor. Alors, Benoît, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, pour permettre de garder PayPal gratuitement dans FinManager et ne pas devoir refaire tout le développement complet de A à Z sur PayPal, qu'est-ce qu'on a fait chez FinManager, vu qu'on est la société qui développe FinManager et Winotor est la même, c'est qu'on utilise le même point d'accès PayPal. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes client WinAuditor, vous vous inscrivez chez WinAuditor et donc d'office, vous ne devez pas vous réinscrire chez FinManager. Et donc, automatiquement, quand vous allez faire la connexion API entre votre licence WinAuditor et votre environnement FinManager, vous serez déjà inscrit sur PayPal. Il n'y aura pas besoin de le faire. Voilà. Maintenant, si vous dites non, je n'ai pas envie de m'inscrire pour le moment sur la réception, vous pourriez ne vous inscrire que sur FinManager pour l'envoi. Mais ça veut dire que qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez casser le lien API, vous inscrire, vous pouvez remettre le lien API, et quand vous devez vous inscrire pour les achats aussi, vous devrez recasser le lien API, vous désinscrire. Voilà, normalement, c'est des choses qui n'arrivent pas, mais voilà, si on a eu la demande d'un seul client qui voulait le faire. Si j'ai bien compris, Misak, nous pouvons choisir les factures à domicile ou non. En principe, toutes nos factures périodiques sont réglées par notre permanent, sauf certaines en facturation. Oui, donc tout à fait, Misak. Donc tout ça se gère au niveau du format de facture. Donc il y a moyen, je ne vais pas le montrer ici, mais il y a moyen au niveau des paramètres globaux dans le menu facturation d'avoir des regroupements de factures qui peuvent se faire automatiquement. Les factures émises n'arrivent pas directement dans mon dossier sur Horus. Oui, effectivement, Fatma, donc ça, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que PayPal permet d'envoyer une facture d'achat. Donc, pour vous, c'est une facture de vente, mais pour le client, c'est une facture d'achat. Le PayPal ne permet pas de dire « Ah, vu que j'envoie ma facture de vente à mon client, c'est une facture d'achat, ça va aussi arriver dans mon dossier. » Donc ça n'a rien à voir avec PayPal pour les factures, vos factures de vente. Donc PayPal, c'est un réseau qui permet de transporter des factures d'achat. Mais donc ce qui se passe, c'est que vous envoyez une facture de vente qui devient une facture d'achat pour le client. Donc vous devez vous inscrire pour l'envoi des factures, mais vous devez également vous envoyer pour la réception. Parfait. Alors, donc très important, n'oubliez pas de faire votre suivi pour PayPal. Alors, encore une question que je vois quelqu'un qui a posé. Alors, l'échange d'enregistrement sur PayPal n'est valable que pour le point de réception. Est-ce possible de faire suivre l'enregistrement PayPal pour l'envoi? Alors, Anne, malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'en fait, il n'existe pas d'annuaire qui permet de savoir sur quel point d'accès on est enregistré pour l'envoi des factures. C'est-à-dire que le réseau PayPal ne permet que de... En fait, comment est-ce qu'on sait calculer qu'un client est enregistré sur PayPal uniquement pour les achats, bien sûr? C'est parce que quand vous faites un appel pour envoyer une facture, vous devez vérifier sur quel point d'accès est enregistré un client. Mais on ne sait pas dire de quel point d'accès vient la facture, sauf si on reçoit une facture. Voilà. OK. Alors... revenons-en à notre PowerPoint. Donc, super, je vous ai montré, n'oubliez pas de vous inscrire. Il y a des personnes qui ont demandé pour être contactées, pour les aides à s'inscrire sur le réseau PayPal. Donc, ça, je vais demander qu'on vous recontacte. Et ensuite, n'oubliez pas le suivi de vos clients. Donc, c'est important d'assister auprès de vos clients. Vous êtes le conseiller. Effectivement, ce n'est pas vous qui pouvez inscrire le client, mais vous pouvez bien sûr le sensibiliser à tout ça. N'oubliez pas aussi de vendre un petit peu les avantages de PayPal. Si vous avez PayPal qui est connecté directement avec le logiciel de comptabilité, ça vous permettra de travailler plus à flux tendu au niveau de l'encodage.
On est d'accord, il y aura toujours des tickets et des factures qui ne viendront pas via PayPal, mais ça vous permettra d'alléger une partie de la charge de travail, du moins pas d'alléger, mais de lisser. Alors, dernière nouveauté avant qu'on passe à d'autres nouveautés, mais qui ne sont pas encore visibles, c'est la date de dépôt BNB, c'est-à-dire qu'on va maintenant récupérer automatiquement dans le PDF qui provient de la BNB, la date de dépôt. Alors, on ne l'a pas mis en standard pour le moment, ça sera mis en standard dans une prochaine mise à jour. Donc, ceux qui veulent le faire, vous pouvez déjà le faire vous-même. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu tâches. Tout en bas, vous avez paramètres des tâches. Et alors, on sélectionne clôture des sociétés. Voilà. Vous avez dans les colonnes, une première colonne ici tout en bas qui s'appelle date de dépôt BNB. Je vous invite à l'activer. Voilà. Ou alors vous attendez simplement la prochaine mise à jour qui aura lieu après la période TVA. Parce que oui, on évite toujours de faire les mises à jour durant les périodes TVA. Je pense que c'est une période assez stressante pour les fiduciaires. Donc voilà. Et alors, on va rechercher une autre colonne qui s'appelle BNB, bilan BNB, Banque nationale de Belgique. On active les deux étapes. Vous pouvez bien sûr faire CTRL F pour rechercher une colonne. Et vous voyez qu'automatiquement, il vous les affiche. On vient ici, vous voyez qu'il m'a mis les deux colonnes ici en bas. Moi, personnellement, je vais, dans la prochaine mise à jour, oups, elles seront, hop, évidemment, j'ai lâché un petit peu trop tôt. Moi, j'ai demandé qu'on les mette ici au niveau, ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà. J'ai ma souris qui est en guerre avec moi-même aujourd'hui. Bon, hop, on va dire, comme ça, j'aurai plus le souci, voilà, hop. Et donc, les étapes, normalement, seront mises comme ceci. Et vous pouvez, bien sûr, si vous le désirez, les rejoindre au groupe de colonnes. Alors, encore une petite chose à vérifier, c'est que la colonne bilan que vous avez activée soit bien liée au document BNB, bilan après répartition. Si la colonne qui en question n'est pas activée, on n'ira pas chercher la date dans le document. Donc ça, c'est important de bien activer la date à ce niveau-là et le type de document. Alors, on vient ensuite dans le menu tâches, clôture des sociétés. Voilà, moi je vais prendre par exemple septembre, j'ai pris septembre comme exemple, voilà. Vous voyez qu'ici, on a la colonne date de dépôt BNB bilan qui est là. Vous voyez qu'on ne sait pas la remplir manuellement, mais si vous faites importer des fichiers, moi je vais aller chercher mon fichier, j'ai déjà été au préalable chercher le BNB de la société Laurenti. Et vous allez voir qu'il va automatiquement analyser. Si vous cliquez sur le document et que vous cliquez sur le petit i en dessous, vous pouvez toujours aller voir les informations et par exemple données extraites. Vous allez voir qu'il a bien intégré 11 du 7 2025, qui est bien le 11 du 7 2025. Si je valide, je vais dans Tâches, Clôture des sociétés, et vous allez voir qu'ici, automatiquement, la date a été complétée. Alors, vous voyez qu'ici, par rapport, bon, les données ne sont pas justes, hein, mais vous voyez qu'ici, le 3 mars 2025 devait avoir lieu la date d'AG, ben, ça aurait dû avoir lieu 30 jours plus tard. Ben, vous voyez que là, on est complètement en retard. Donc, voilà. Alors, Frédéric qui pose une question, comment créer des tâches récurrentes, exemple déclaration TA France. Alors, pour la création des tâches, vous pouvez toujours envoyer un mail au support pour demander la création. Et en fait, on a créé depuis peu un petit lien avec un formulaire en ligne où vous pouvez demander la création d'une tâche. Et puis, en fonction de ça, nous, on va pouvoir analyser pour rajouter tout ça. Alors, Jean-Christophe, j'ai compris que ça ne fonctionnait que pour le futur et pas pour les anciens BNB. Tu as très bien compris. Mais normalement, si tu recherches simplement le document, donc si je refais, hop, ici, document importé, si je recherche mon document, je le recherche simplement. Bon, ici, évidemment, mince, j'ai pris le mauvais document. Hop, CTRL 7. Voilà, ici. Si tu recherches ton document, tu vas avoir l'erreur comme quoi il est déjà là, mais ça va aller relire la date. Voilà. Ou normalement, il y a aussi moyen, si on ouvre le document, on vient ici dans traitement, on fait redémarrer l'analyse, hop, et il va redémarrer l'analyse du document. Voilà. Alors, parfait. Voilà.
Et si je dis pas de bêtises, je pense que TwinTax pousse les BNB. Donc voilà. Alors si vous utilisez TwinTax et qui pousse les BNB, n'oubliez pas de bien mapper le bon code au bon type de document. Donc le type de document, c'est l'étape ici après, c'est BNB, bilan après répartition. Voilà. Donc si vous ne liez pas à ce type de document, c'est que c'est pas bon. Donc n'oubliez pas d'aller voir dans les paramètres des accès aux logiciels externes de TwinTax, d'oublier de compléter ceci. Alors, hop, on vient ici. Je répondrai aux autres questions après, donc n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, comme je vous le disais, bon, ce dernier trimestre, on a beaucoup travaillé sur un nouveau module qui n'est pas encore publié. On l'a présenté au Tech Day pour ceux qui étaient présents. Je vais représenter un petit peu ce module. Je vais le présenter de manière un petit peu plus simpliste qu'il y a. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y a eu des changements qui font que à partir de 2027, il y aura des nouvelles obligations au niveau de l'anti-blanchiment. Et donc, nous, on est en train de préparer un nouveau module qui va permettre de répondre à ces nouvelles obligations pour arriver à tout ça. Alors, je ne veux pas expliquer les obligations parce que c'est vraiment un nouveau règlement. Donc, le règlement européen, contrairement à une directive, la directive doit être transposée dans le droit national. Le règlement, c'est l'Europe qui décide et tous les pays doivent appliquer et la marge de main-d'œuvre est beaucoup plus limitée. Alors, nous, le but, ça va être avec ce module d'arriver à simplifier tout ça, à rendre ceci accessible tout en restant conforme. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à répondre à 2/3 des questions de manière automatique dans ce nouveau module. Il y a un tiers qui est répondu automatiquement en allant chercher les informations, par exemple, sur Vise, à la BCE, etc. Et une autre partie que vous avez déjà complétée aujourd'hui dans la fiche client. Donc, une des choses, c'est qu'on veut améliorer la compréhension de l'information. Donc, vous allez voir que on va permettre de chaque question, on va essayer de les rapporter quand c'est possible à un article du règlement de façon à mieux comprendre pourquoi est-ce que FieldManager a mis en standard cette question. Et donc, vous aurez la possibilité de cliquer et de directement arriver dans l'article, dans la langue de l'utilisateur. On va pouvoir ensuite configurer sa propre matrice de risque. Alors, c'est quoi la matrice de risque? En fait, c'est de dire quel type de client vous acceptez. Et selon vous, quand un client répond à une telle question ou que vous répondez concernant un dossier à une telle question, si c'est ça la réponse, est-ce que c'est faible, standard ou élevé le risque? Et donc, dans cette nouvelle version, va t'arriver, donc là il y a une vidéo voilà, qui se lance. Donc, vous voyez sur la gauche, on retrouve toutes vos questions de la fiche de détermination au niveau du risque qu'on a mis à jour en fonction du règlement. Et ensuite, vous avez 4 colonnes, faible, standard, élevé et bloquant. Et dans ces colonnes-là, vous retrouvez les réponses aux questions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par exemple ici, dissimulation d'identité facilitée, selon la forme juridique utilisée ou autre, ben vous pouvez considérer que ça sera bloquant. Ce qui permettra que quand vous allez compléter votre anti-blanchiment pour le client, ben, automatiquement, on va arriver à dire que ben, tous ces clients, on va les refuser. Voilà. Et donc, toute une série de questions, il y aura possibilité de créer ses propres questions. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous créer un standard et ce standard vous fera gagner du temps. Voilà. Donc aussi en fonction des secteurs. Donc par exemple le secteur de la construction qui est un secteur à risque, le secteur du pétrole, l'ORECA, etc. Vous aurez bien sûr la possibilité de venir surcharger le risque, mais ça je ne vais pas vous expliquer tout aujourd'hui. Alors, c'est ce que je vous disais, jusqu'à 2/3 des questions qui sont répondues automatiquement. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un petit peu à quoi ressemble. Donc, vous avez toujours l'obligation, il faut remplir les mandataires, les actionnaires, comme vous connaissez. Et donc, on calcule automatiquement les bénéficiaires effectifs que vous pourrez aller vérifier. Et là, vous aurez un nouvel onglet AML KYC qui va arriver. Vous aurez par exemple, vous voyez, on revient avec le glisser-déposer comme vous avez dans les tâches, on laisse enfoncer, on glisse pour répondre plus rapidement à des questions. Et toutes les infos qui sont déjà complétées dans les fiches clients comme vous complétez aujourd'hui sont ici client depuis, on ne l'avait pas complété sur la fiche client, donc on le répète. Et en fait, client depuis va permettre de donner un niveau de risque au client en fonction de l'âge du client dans votre cabinet.
Et vous voyez ici, ces écrans que je vous ai montrés tout à l'heure qui ont été améliorés, en fait, c'est en partie pour ce nouveau modèle KYC. Donc ici, par exemple, en fonction de la mission que vous allez faire pour le client, on pourra donner un niveau de risque différent. Un client qui vient simplement pour de la comptabilité, ça sera standard. Un client qui vient pour, je ne sais pas moi, une liquidation uniquement, vous pourriez dire que c'est un client plus risqué. Voilà. Et donc là, on retrouve les niveaux de risque que je vous ai montré tout à l'heure avec un client qui demande un service non conforme. On a mis dans la matrice d'évaluation de risque que ça serait bloquant. Vous voyez, vu que tout au-dessus, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on va chercher automatiquement tous les codes NAS du client à la BCE, il est venu dire que toutes les activités, le client n'a pas de code NAS dans les activités à secteur. Voilà, quand c'est possible. Parce que bien sûr, il existe des activités, par exemple, qu'on ne sait pas retrouver de code NAS spécifique. Je vous prends un exemple tout simple, la prostitution. Il n'y a pas de code NAS en tant que tel. Voilà. Les pays, en fonction des pays avec lesquels le client traite, automatiquement, on va vérifier toutes les listes de pays à risque et ces listes de pays seront mis à jour automatiquement. Voilà, donc vous voyez, il y a toute une série de questions. Ensuite, un point important qui est normalement déjà demandé mais qui n'est pas fait, c'est le screening. Alors, on va proposer dans ce module un screening en continu. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher sur des bases de données automatiquement tous les jours le nom du client, voir s'il est apparu. Et donc, on vous permettra ensuite de générer un rapport pour prouver, regardez, j'ai bien fait un screening sur mon client. On aura également une gestion automatisée des faux hits. C'est par exemple, regardez, je vais vous prendre l'exemple juste après. Hein. Vous avez un client qui s'appelle Georges Louis. On vous dit, attention, possible PEP. Vous avez vu, on a vu que Uktaisken n'est absolument pas un PEP. Par contre, si vous allez sur l'écran d'après, on vous montre tous les hits que le système aura découvert. Vous voyez que tous ceux qui sont grisés, on voit bien rejeter le 16 du 9 automatiquement. Et par contre, les 3 premiers, il n'en est pas sûr. Et en fonction de la configuration de votre appétit au risque, il rejettera automatiquement les propositions ou pas. Voilà. Et donc, vous voyez que votre client Georges, lui, on vous propose Louis Pickelmal, Jérôme Georges, Boucher, Georges Louis, que vous connaissez tous, et d'autres. Ensuite, vous pouvez bien sûr analyser et aller voir toutes les informations que le moteur de recherche de screening va pouvoir générer. Et grâce à tout ça, pourra automatiquement vous aiguiller si c'était la personne. Et donc, en fonction des informations qui seront dans Field Manager et en fonction des informations que le moteur de screening va vous sortir, vous pourrez alors automatiquement prendre une décision de oui, c'est bien la même personne et donc là, il y a un risque. Non, ce n'est pas mon client. On aura ensuite la possibilité, un petit peu comme vous avez aujourd'hui la fiche de détermination du niveau du risque, on va intégrer un rapport KYC qui va reprendre toutes les annexes anti-blanchiment ainsi que toutes les preuves. Voilà. Alors, dernier point, ça sera le KYB. Donc, en fait, c'est la gestion du risque global du cabinet et qu'on va pouvoir vous donner en temps réel une meilleure vue. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter un point AML KYC dans les menus. Vous aurez un point KYB et dans ce point KYB, vous aurez plein d'indicateurs. Des indicateurs, par exemple, pour voir le nombre d'opérations atypiques qu'il y a eu, avec une redirection directement sur la période, avoir votre chiffre d'affaires en fonction des clients à risque élevé. Et ensuite, vous pourrez, par catégorie de questions, pouvoir modifier en masse des questions. Exemple simple, dans quel pays mon client a des activités, aller mettre sur tous vos clients en une fois Belgique, c'est assez simple. Ou encore que votre... là, ici, on pourra aussi afficher en fonction des secteurs du client. Mais par exemple, est-ce que vous avez des clients qui sont cotés en bourse? Très honnêtement, c'est assez rare qu'on voit ça dans le client. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Donc, pouvoir sélectionner tous les clients et mettre ne sont pas régulés en bourse, ça vous permettra de gagner du temps. Alors, juste pour information, voilà, il n'y a encore rien d'officiel à 100%, mais comme ça vous donne déjà un peu plus d'idées. Donc, on demandera un prérequis de formation, c'est-à-dire qu'on va mettre des formations obligatoires pour ce module, de façon à s'assurer que le module soit bien utilisé, et ce qui vous permettra vraiment d'être conforme par rapport à tout ce qui est revue qualité. Alors, ça sera un module payant, puisqu'en fait, nous, on doit payer des bases de données externes pour pouvoir aller screener, etc. Donc voilà, il n'y a pas encore de prix définitif. Comme on a annoncé, ça sera entre 5 à 10 euros par fiche client.
Voilà, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. On a dit qu'on allait annoncer entre 5 à 10 euros pour tout ça. Et ensuite, dernier point, pour ceux qui le désirent, on commencera normalement avec les clients bêta au 3e trimestre 2026, puisque l'obligation, si je ne dis pas de bêtises, c'est vous devez être en ordre pour octobre 2027. Voilà. Alors, dernier point, et puis je regardais toutes les questions, puisqu'ici avec le PowerPoint, je ne vois pas vos questions. C'est la norme qualité. Donc, vous avez reçu un mail de l'ITA, justement, c'était le jour du Tech Day, c'était le 18 septembre ou le 17, où ils ont dit que vous allez devoir être en ordre. Alors, on a déjà un petit peu analysé ce qui avait été publié par l'ITA. Maintenant, apparemment, ça ne sera qu'une partie de la revue qualité, et apparemment, déjà pas mal de choses qui sont dans la revue qualité. Et donc, vous inquiétez pas, nous, on est déjà en train de regarder ce qui va être demandé. Parce qu'en fait, ce sont différentes normes qui sont ISQC, ISQM et ISQM 1 et 2. Parce qu'il y a ISQM 1 et ISQM 2. Si vous utilisez la tâche acceptation client ouverture de dossier, on a déjà intégré toute une partie d'ISQC qui sont des questions du type est-ce que j'ai les compétences pour accepter un client? Est-ce que j'ai le temps pour accepter un client? Est-ce que je suis indépendant? Voilà. Donc, toutes des choses qui vont être demandées. Et donc, voilà. Mais donc, pour moi, il y a déjà toute une partie au niveau de la norme qualité que si vous faites aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'intégrés. Alors, je regarde maintenant les questions. Ça ne fonctionne pas avec le document qui confirme le dépôt et donc il faut aller charger le BNB sur la centrale des bilans pour tous les clients. Alors France, si tu veux l'information, effectivement, il faut que tu le fasses. Je pense que TwinTax, parce que je pense que tu as TwinTax, le fait. Donc ils vont automatiquement sur la BNB rechercher tous les BNB et les rechargent, puisque en fait, dans la confirmation de paiement, on n'a pas l'information, puisque c'est là. Alors, Amélie, je n'ai pas entendu quand sera disponible et alors je ne sais pas la suite, si c'est le module KYC dont on parle. Donc, normalement, on aimerait bien commencer au 3e trimestre 2026. Quand est-ce que ce module sera dispo? Quel est le coût, Stéphanie? Je viens de répondre. KYC de FIT va reprendre du terrain à Peneo. Alors, pour information de ce qu'on a entendu, Peneo KYC arrête ses activités puisque Peneo était racheté par Visma et le groupe Visma détient déjà d'autres logiciels qui font KYC. Donc, pour éviter de se marcher sur les pieds, apparemment, de ce que j'ai entendu, et je l'ai entendu même d'un logiciel de KYC en Hollande qui m'a répété l'information que j'avais entendue en Belgique, qui apparemment, Peneo KYC arrêterait. Voilà, maintenant à vérifier avec eux. Voilà. Alors Sandrine, le coût, c'est 5 à 10 euros par fiche client par an. Oui, tout à fait. Donc tout à fait, effectivement, ça sera ça. Maintenant, il n'y a pas encore de prix définitif qui font. Voilà, et je vois Fatma, merci, qui confirme. Oui, je les reçois directement le lendemain sur Fit via TwinTax, donc les BNB qui sont bien envoyés. Alors, question. Stéphane, quelle solution proposez-vous lors du passage au restaurant pour l'encodage des frais? Existe-t-il un projet ou une piste en cours pour PayPal? Alors, Stéphane, en fait, moi, je pense que ce que vous devez regarder, c'est une plateforme qui est connectée à votre logiciel de comptabilité ou un logiciel de comptabilité dans lequel se retrouve la plateforme client. Voilà, il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché et en général, souvent, vous avez la possibilité de prendre des photos du client. Je vais prendre simplement l'exemple. Chez nous, on a WinAuditor. WinAuditor est un logiciel de comptabilité, mais vous avez aussi le portail client et dans lequel le client peut prendre des photos. Mais vous avez ça sur plein d'autres logiciels qui le proposent. Alors, Anne, le module sera payable par nombre de dossiers qu'on désire ou le nombre d'offices pour tous les dossiers? Alors, a priori, ça ne sera pas pour tous les dossiers, mais il n'y a encore rien de sûr à ce niveau-là, puisqu'il y a des fiches parfois qu'on crée qui ne sont pas des clients, donc on permettrait de ne pas l'activer. Voilà, c'est ce qui a été dit en interne, mais comme je dis, il n'y a encore rien de sûr concernant le prix, concernant exactement la méthode dont ça va fonctionner. La seule chose qui est sûre, c'est que l'onglet AML KYC sera payant. Donc, ça veut dire que les personnes qui voudront eux-mêmes continuer avec les champs personnalisés comme on propose aujourd'hui et venir faire leur anti-blanchiment de la sorte, ça restera tout à fait possible. Voilà, je regarde s'il y a encore des questions. Je ne vois plus d'autres questions.
Donc voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. N'oubliez pas de vous inscrire sur PayPal pour l'envoi de vos factures via Feed Manager. Et donc voilà, merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour la participation et à très bientôt. Bon après-midi à tous.